Donc énergie, définition et catégorie. Le terme énergie recouvre des réalités nombreuses et diverses. Si l'on met à part ses utilisations imagées comme un homme plein d'énergie, l'énergie désigne une capacité à agir quels qu'en soient les modes. Mettre en mouvement, chauffer, comprimer, éclairer, sonoriser, transmettre une information, etc. Dans le langage courant, le terme énergie est employé en substitution d'énergie utilisée par l'homme, aussi appelée énergie libre. Ainsi, quand il fait référence à la consommation d'énergie, à la consommation d'énergie, il faut comprendre consommation d'énergie utilisable par l'homme ou encore consommation d'énergie libre. Cette précision est d'autant plus importante que le monde scientifique a démontré qu'un système isolé, comme peut l'être notre univers, si l'univers est un environnement isolé, c'est vraiment très 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 grand. Oui. Voilà. C'est plus compliqué de parler de système, mais ok. De l'univers comme ça, nous déjà on va se limiter au système entre guillemets fermé de la Terre. Elle n'est pas tout à fait fermée puisqu'il y a l'énergie solaire qui vient pénétrer la Terre et qui vient nous apporter sa lumière, notamment sa chaleur et tous les moyens qu'on a inventés pour éventuellement l'extraire, donc les panneaux solaires, notamment le vent, parce que le vent c'est aussi la chaleur, le froid, les mélanges de masse d'air qui vont se déplacer en fonction du fait qu'il y a du chaud, du froid et tout ça. Et donc ça, on sait le récupérer notamment avec des éoliennes. Après les énergies, on a les énergies comme par exemple l'énergie de gravité. Donc par exemple la flotte qui passe dans les rivières et tout ça, on met un moulin, etc. pour récupérer sa force. Donc quand elle part du haut vers le bas, elle entraîne avec elle une force. Et on récupère cette force pour faire des choses, récupérer avec le moulin et faire bouger des engrenages et tout le bordel. Et donc on peut mécaniser des trucs, récupérer de la chaleur, etc. Bref. Donc je reviens sur la phrase quand même. Cette précision est d'autant plus importante que le monde scientifique a démontré que dans un système isolé comme peut l'être notre univers, l'énergie totale est toujours conservée. Premier principe de la thermodynamique. Et qui exclut toute consommation ou déperdition d'énergie. A contrario, l'énergie utilisable par l'homme, qui constitue une sous-partie de l'énergie totale, peut être effectivement être consommée. Donc là, ils te mettent en différence le principe de la thermodynamique, qui considère que dans un système isolé, par exemple, si on a une énergie, elle va pas disparaître, elle va se transformer en quelque chose d'autre. Donc elle peut se transformer en chaleur, par exemple, etc. Mais dans l'énergie utilisable par l'homme, on considère qu'effectivement, une fois qu'on a utilisé de l'énergie, qu'on a créé de la chaleur avec cette énergie, il y a une perte. Et donc au bout d'un moment, si on met pas des moyens pour récupérer une nouvelle énergie, etc., et qu'on la transforme et tout ça, on risque d'avoir une perte, notamment par exemple si vous utilisez du pétrole, que vous récupérez ce pétrole pour le faire chauffer et en faire des matières, en faire de la chaleur, en faire des énergies pour déplacer des véhicules, etc. Au bout d'un moment, si vous n'avez plus de pétrole, vous n'allez plus pouvoir convertir tout ça en énergie. Et pareil, par exemple pour l'énergie électrique, vous allez mettre un courant électrique, vous allez le faire passer dans un ordinateur, vous allez avoir des pertes. Parce qu'à la base, l'objectif de cette électricité qui passe dans votre ordinateur, c'est alimenter l'ordinateur, c'est de mettre du voltage dans les transistors, etc. pour qu'il fasse son travail. Mais vous avez une perte d'énergie en fonction de l'alimentation que vous avez. Vous allez perdre plus ou moins d'énergie en chaleur. C'est une chaleur que normalement, dans ce cadre-là, on ne veut pas. Et donc, du coup, on a une perte à chaque fois. Il faut réalimenter tout le temps. Et on peut pas passer non plus de énergie électrique à chaleur, à récupérer la chaleur pour refaire de l'énergie électrique, etc. C'est beaucoup trop compliqué à faire. Et il y a toujours des pertes dans le processus, donc c'est pas une énergie infinie. L'histoire de l'homme a été substantiellement marquée par l'évolution des sources d'énergie libres qu'il a su ou pu utiliser. Jusqu'à il y a encore 500 000 ans, la seule énergie libre à la disposition de l'homme était sa propre énergie.
en maîtrisant le feu pour chauffer, cuire, éclairer ou travailler les métaux, il a franchi la première marche de son apprentissage énergétique. Sont venues ensuite l'utilisation de l'énergie animale domestiquée, éolienne, hydraulique, thermique à cycle, chimique, électrique, nucléaire, solaire, etc. Chacune de ces étapes a été l'occasion d'une évolution le plus souvent majeure dans les structures des sociétés humaines. Forme d'énergie libre, aujourd'hui l'énergie utilisée par l'homme se présente de multiples formes. Nonobstant cette diversité, les scientifiques ont réussi à établir des équivalences de telle sorte à pouvoir utiliser les mêmes unités de mesure pour chacune d'entre elles. Dans la liste qui suivra, il sera fait référence à des formes qui peuvent, sous certaines conditions, être transportées, entre autres. Par exemple, l'énergie nucléaire peut être transformée en énergie électrique. Dans cette transformation, il y a globalement une dégradation de l'énergie, passant d'un stade plus ou moins noble et structuré, donc énergie chimique, énergie de radiation, etc., vers un stade final, c'est-à-dire la chaleur. Vers un stade final de chaleur, c'est-à-dire de mise en mouvement désordonnée des molécules. Ces transformations partiellement irréversibles obéissent, entre autres, au deuxième principe de la thermodynamique. Elle naît de l'attraction directe et réciproque entre deux corps massifs. Elle est négligeable pour de petits objets entre eux, mais devient majeure à plus grande échelle. C'est elle qui met en mouvement vers le sol un objet rendu libre et qui génère le mouvement des planètes autour du Soleil. Elle est utilisée par exemple dans des barrages hydrauliques, ou en faisant s'écouler de l'eau dans des canalisations. Elle permet de mettre en mouvement des turbines. Voilà. Alors oui, j'utilisais le terme moulin, mais effectivement la turbine c'est le bon terme. C'est vraiment, vous faites tomber de l'eau, un grand nombre d'eau d'une certaine hauteur sur des turbines pour mettre en mouvement ces turbines qui vont générer de leur côté de l'électricité notamment. Voilà. Ensuite, vous avez l'énergie cinétique, dont l'énergie éolienne. Donc là, c'est le vent, en gros. Elle naît du mouvement d'un corps massif. C'est elle qui caractérise l'énergie d'une voiture lancée sur la route ou celle du vent. Elle est omniprésente dans ses effets microscopiques car ce sont les énergies cinétiques des molécules et des atomes d'un corps qui déterminent son niveau de température. La température est ainsi une mesure indirecte du degré d'agitation des particules. L'énergie cinétique permet de mettre en mouvement les pales des éoliennes qui elles-mêmes actionnent des générateurs d'électricité. Donc là, pareil, même principe, vous avez la force du vent qui est déjà une énergie qui est créée de différentes chaleurs, etc. Dans l'air. Et du coup, vous allez avoir des mouvements d'air qui vont aller pousser des choses, dont l'éolienne notamment. On crée une éolienne, hop, on pousse un peu tout ça, on génère de l'électricité en faisant le même principe que le barrage hydraulique, des turbines. Ça. Derrière, après, c'est l'ingénierie humaine qui permet de transformer tout ça. L'énergie thermique ou calorique, elle naît de la température d'un corps qui, selon les cas, peut diffuser de la chaleur pour des cuissons, pour accélérer des réactions chimiques, mais aussi pour générer des mouvements. Cette génération de mouvements n'est possible que si la température d'un corps peut être confrontée à la température d'un corps froid. Cette génération de mouvements n'est possible que si la température d'un corps peut être confrontée à la température d'un corps plus froid. Ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait un corps chaud, un corps froid, mais non. Cette loi physique a été précisée dans le deuxième principe de la thermodynamique. L'énergie thermique a un rôle essentiel dans la révolution industrielle, permettant notamment de produire de l'acier et de la mise en mouvement de locomotives à vapeur. Elle actionne aujourd'hui des turbines et alternateurs qui génèrent de l'électricité. La géothermie, chaleur provenant du globe terrestre, est en particulier de l'énergie thermique. Voilà, donc là on récupère les chaleurs qui sont produites à l'intérieur du corps, qui est le corps céleste, qui est la Terre. Vous n'êtes pas sans savoir que il fait très très chaud au centre, au noyau de la Terre, et forcément cette chaleur elle est
elle est répartie, elle se répartit un peu dans la croûte terrestre, etc. Et vous avez des endroits où il va faire relativement chaud et on peut aller chercher ces poches de chaleur grâce à la géothermie. Et donc on va, en général, la géothermie, on peut s'en servir pour amener directement la chaleur dans les foyers. Par exemple, faire passer de l'air qui vient de l'extérieur, on la fait passer sous terre pour qu'elle se fasse réchauffer par la chaleur produite en dessous. Et ensuite, on la remonte dans l'appartement, etc. Et on a un air qui arrive qui est plus chaud qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a un échange d'énergie entre ces deux corps, quoi, entre l'air et la chaleur produite par les magmas, par l'air, par la terre, etc. Et là, on s'en sert aussi du coup. Alors on parle de la locomotive, bah, c'est pareil, on mettait du charbon, on faisait chauffer, etc. Et ça nous permettait de faire démarrer tout ça. On actionne évidemment avec la chaleur des turbines et des alternateurs pour générer de l'électricité, évidemment. L'énergie radiative dont l'énergie, donc, elle naît des rayonnements reçus. Ceux-ci sont suivant leur longueur d'onde de nature différente. Ondes radio, lumière visible, rayons ultraviolets, rayons X, etc. Mais ont en commun de pouvoir se déplacer même dans le vide, et ceci à la vitesse de la lumière. C'est l'énergie radiative qui permet à une ampoule électrique d'éclairer, à un four micro-ondes de cuire les aliments, à un radar de mesurer une vitesse. Le Soleil est une source importante de radiation reçue sur Terre. Il nous envoie un niveau important d'énergie par paquet 10 photons présentant des longueurs d'onde différentes. C'est cette énergie qui est récupérée directement en électricité dans les centrales photovoltaïques ou encore en chaleur ultérieurement transformée en électricité dans les centrales thermodynamiques. Voilà, donc là, c'est ce que je disais aussi avant, nous avons le Soleil qui envoie différentes longueurs d'onde, plus ou moins puissantes d'ailleurs, et cette énergie peut être transformée, peut être récupérée dans des panneaux photovoltaïques ou même carrément des centrales photovoltaïques qui récupèrent donc tout. Et on se sert aussi, nonobstant, je vais réutiliser le terme, pour se chauffer. Quand l'été, on a de la chaleur dans l'appartement, on n'a pas besoin de chauffer, on n'a pas besoin de passer par d'autres moyens. Donc on a une énergie qui arrive directement, celle de la chaleur du Soleil. L'énergie chimique dans les énergies fossiles, donc là, elle naît des forces de liaison regroupant des atomes dans une molécule. Dans des réactions chimiques où se reconstituent de nouvelles molécules fréquemment plus stables chimiquement que les molécules initiales, se dégage une quantité de chaleur. C'est elle qui est utilisée dans un accumulateur ou dans une pile électrique en libérant de l'énergie récupérée en mouvement d'électrons, c'est-à-dire en électricité. Celle qui est libérée dans le combustible d'une bûche, par exemple, dans un foyer. Les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, sont une forme particulière d'énergie chimique. L'énergie issue de la biomasse est également d'origine chimique. Voilà. L'énergie électrique, elle naît du déplacement des électrons dans un conducteur. Sa production est issue de la consommation d'autres formes d'énergie. Celle qui actionne les moteurs électriques, fait fonctionner les circuits électroniques intégrés et les différents types d'éclairage. Elle se caractérise par une grande facilité de distribution, mais présente une difficulté de stockage. Son domaine d'application ne cesse de croître. Alors, l'énergie nucléaire, elle naît de l'utilisation des forces de liaison des protons et des neutrons au sein du noyau des atomes. En transformant par fission des atomes lourds tels que l'uranium-235 ou par fusion des atomes légers tels que les isotopes d'hydrogène, une réaction nucléaire libère de la chaleur, des neutrons, des rayons alpha, bêta et gamma. La chaleur de fission est utilisée dans les centrales nucléaires pour actionner des générateurs d'électricité au travers de fluides caloporteurs.
La chaleur de fusion sera utilisée de manière expérimentale à grande échelle dans le tokamak d'ITER en vue d'une éventuelle exploitation industrielle à la fin du 21e siècle et début du 22e siècle. Voilà, donc ça c'est le projet ITER qui est en cours. Le but étant de faire de la fusion. Là actuellement on fait de la fission. Donc je crois qu'on bombarde des atomes lourds tels que l'uranium 235 pour faire rebondir, pour déstabiliser le noyau et produire deux atomes différents. Et ça va nous permettre avec ça de dégager une forte chaleur qu'on récupère, et encore une fois après, une fois qu'on a la chaleur, on le fait passer dans des turbines, dans des machins pour produire de l'électricité. Évidemment, on s'est inspiré de la physique et des connaissances qu'on avait sur donc la thermodynamique, le soleil, fonctionnement des étoiles notamment. Et donc on essaye de faire la même chose qu'un soleil, concrètement, de faire de la fusion. Donc là, c'est plus compliqué à faire. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors on a encore des choses à lire. En fonction des points de vue ou des besoins, les formes d'énergie sont classifiées et quantifiées. Alors on a la consommation d'énergie primaire. De manière à comptabiliser les consommations d'énergie sans omission ou double comptage, a été créée la notion de consommation d'énergie primaire. Celle-ci prend en compte les consommations d'énergie directe au service de l'homme, comme le gaz lorsqu'il est utilisé pour le chauffage central, et les consommations d'énergie indirecte au service de l'homme, encore appelées consommation intermédiaire, qui participent à des processus visant à produire des biens au service utile à l'homme, comme le gaz lorsqu'il est utilisé dans une réaction chimique primaire. A contrario, les consommations d'énergie en vue de produire une autre forme d'énergie libre, comme le gaz utilisé pour produire de l'énergie, ne sont pas comptées dans les consommations. Les énergies renouvelables ou non renouvelables, pour ce qui relève des considérations de développement durable, les sources d'énergie sont fréquemment classées en deux catégories, renouvelables ou non renouvelables. Le terme renouvelable n'est d'ailleurs pas au sens propre, n'est pas à prendre au sens propre. Il conviendrait de dire renouvelable à l'échelle humaine. Puisque le soleil qui en est le moteur essentiel direct ou indirect a une durée de vie limitée. Dans la première figure, les énergies solaires, donc énergie radiative, les énergies éoliennes, cinétiques, la biomasse, chimique, les énergies hydrauliques, cinétiques. Dans la seconde, les énergies fossiles, chimiques, et les nucléaires sont répertoriés. Au sens strict, les énergies fossiles et nucléaires pourraient être aussi considérées comme renouvelables, mais sur des périodes trop longues pour être prises en compte par l'échelle humaine. Voilà, donc l'énergie, notamment fossile, le pétrole, c'est une vieille énergie qui a été produite sous la terre avec les cadavres de milliards d'individus, d'espèces différentes, qui ont fait une espèce de bouillie massive qu'on récupère évidemment et qu'on fait un processus chimique pour récupérer la chaleur que ça dégage, etc. Donc c'est des choses qui, il faut une certaine pression, il faut une certaine condition de chaleur sous terre, etc. pour produire ce truc-là, et ça prend des milliers et des milliers d'années. Donc évidemment, une fois qu'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire qu'on a rejeté évidemment du CO2 et tout ça dans l'atmosphère. Et là, pour le coup, c'est pas récupérable. On peut pas se servir du CO2 notamment pour produire des choses derrière, quoi. C'est très compliqué. Alors que c'est avec l'énergie fossile, dont le pétrole, c'est assez facile. Il suffit de chauffer le pétrole et en récupérer soit le liquide pour faire du plastique, soit le faire chauffer plus fort. Ça dépend, il y a des températures différentes pour le pétrole, etc. C'est pareil, on pourrait aller voir de ce côté-là si on trouve des infos plus complémentaires sur le pétrole, parce que le pétrole c'est aussi une machinerie complexe en vrai.
L'émission de CO2. Alors, lorsqu'il s'agit de traiter la problématique des gaz à effet de serre, les sources d'énergie sont classées en 2 catégories. Dans la première, celles qui ne génèrent pas de CO2 dans leur utilisation. Y figurent les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques, nucléaires. Dans la seconde, les autres. Cette différenciation mérite cependant d'être analysée avec plus de finesse. Certaines générations de panneaux photovoltaïques peuvent émettre par leur fabrication, leur acheminement et leur installation une quantité de CO2 du même ordre que ce qu'ils font économiser dans l'utilisation ultérieure. Voilà, donc là, il parle notamment du photovoltaïque. Une fois qu'on a le panneau, effectivement, ça ne produit pas de déchets de type CO2. Mais le problème, c'est que le panneau, il a fallu le fabriquer, il a fallu le transporter avec des camions, donc le pétrole. Pour le fabriquer, c'est pareil, il faut produire de la chaleur, il faut aller miner des ressources particulières, il y a des processus pour produire ces éléments électroniques. Enfin bref, c'est tout un bordel, voilà, pour créer aussi les cellules qui vont capter l'énergie. Bref, ça a un coût en CO2, effectivement. Que des fois on omet, ce qui n'est pas forcément intelligent. Pareil pour la fabrication des éoliennes, il y a un moteur à créer, il y a des choses derrière électroniques à gérer, il y a, je crois que c'est le tungstène, il me semble. Enfin, il y a ce qu'on appelle des métaux rares là, qui sont pas si rares, mais le problème c'est que le processus, ça passe par de l'acide ou je sais plus trop quoi. Enfin, c'est un bordel monstrueux aussi. Et ça a un coût énergétique puisque évidemment on le fait pas à la main avec notre petite force et nos petits bras, et même nous produisons du CO2 et de la chaleur, donc bon voilà. Unité de mesure, chiffre clé. Donc le système international a choisi comme unité pour l'énergie le joule, du nom d'un physicien anglais du 19e siècle, James Prescott Joule. Le joule est cohérent avec des unités plus usitées que sont le kilogramme, le mètre, la seconde. Cependant, cette unité s'avère trop importante pour des raisons pratiques lorsqu'il s'agit d'étudier le mouvement d'un électron par exemple, ou trop faible lorsqu'il s'agit de mesurer la consommation d'énergie d'un foyer et a fortiori la production d'énergie d'une tranche de centrale nucléaire. C'est ainsi que de nombreuses autres unités sont utilisées comme l'électron volt ou le kilowatt-heure, vers le térawatt-heure ou encore le tonne équivalent. Alors l'histoire de l'homme a été substantiellement marquée par les énergies libres auxquelles il pouvait avoir accès. Aujourd'hui, l'énergie est un facteur systémique et incontournable des activités humaines. Le futur s'inscrira probablement dans la même problématique. L'accroissement de la population de la planète, l'augmentation du niveau de vie des habitants des pays émergents, le caractère fini et donc limité des réserves d'énergie fossile contribueront à augmenter et étendre les énergies libres. Face à cela, les réponses devront être trouvées dans une utilisation plus efficace de l'énergie, dans un surcroît d'utilisation des énergies renouvelables et nucléaires. La question respective d'évolution de ces facteurs antagonistes créera les conditions d'un développement harmonieux de l'économie mondiale et au contraire d'une crise d'approvisionnement mondial aux conséquences potentiellement tragiques. Voilà, donc là, ils n'ont pas parlé de sobriété, par contre, d'énergétique. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé à côté, mais c'est aussi une autre façon de voir l'énergie. On peut aussi arrêter d'en utiliser autant qu'on en utilise. On peut respecter un peu plus. Et c'est pas forcément vous et moi le problème, parce que là, il nous parle aussi du niveau de vie des habitants des pays émergents. Les plus gros problèmes en termes d'énergie, c'est les grosses entreprises, c'est les grosses industries, c'est pas vous et moi encore une fois. Peut-être éventuellement les riches qui prennent l'avion tous les 4 matins, mais ou alors la voiture tout le temps aussi. La voiture c'est un problème, il faut trouver une solution aussi. Il y a des tentatives de solutions comme la voiture électrique, mais c'est pas si bien que ça. Ça génère aussi des pollutions. Ça génère aussi de l'utilisation d'énergie assez considérable. En plus, si on est encore dans le mode de consommation habituel, c'est un problème aussi parce que
Vous allez avoir une consommation, par exemple, de voitures, vous allez en acheter régulièrement. C'est pas une façon de gérer l'électricité. Si vous achetez des voitures toutes les semaines, alors j'abuse sur toutes les semaines, c'est comme le téléphone portable. Si vous renouvelez votre téléphone portable tous les 2 jours, forcément, ça veut dire qu'on produit en masse et encore et encore et encore des trucs, alors que votre portable pourrait durer 7 ans, par exemple. Votre ordinateur, vous n'êtes pas obligé de le changer tous les mois non plus. Pas acheter la dernière carte graphique à la mode tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de changer de voiture tous les 5 ans, alors qu'on nous pousse à la changer régulièrement, etc. Alors il y a un côté bien, ça veut dire qu'on va utiliser des voitures qui performent mieux dans l'utilisation énergétique, qui ont moins de déperdition, qui sont plus modernes pour ça, mais en même temps, on a des voitures qui, du fait de leur niveau de technologie élevé, vont créer de nouveaux coûts énergétiques, notamment les tableaux de bord électroniques, toutes ces conneries-là. Peut-être des fois les poids des véhicules, comme on aime bien acheter des SUV en ce moment. Et puis, encore une fois, la production de la voiture moderne, la produire est beaucoup plus complexe, demande plus de matériaux, etc. Donc ça génère en amont des pollutions, une utilisation d'énergie peut-être plus conséquente en vrai, et donc finalement c'est pas forcément la meilleure solution. Et encore une fois, si vous changez de voiture trop régulièrement, ça veut dire que vous participez au fait qu'on construit toujours plus de véhicules pour répondre aux demandes qui sont conséquentes, parce que forcément si vous changez de voiture, ça veut dire que vous vous contentez pas de la voiture que vous avez pendant les années et vous la faites pas durer assez longtemps, quoi. Alors après, il y a l'occasion qui permet éventuellement de faire passer une voiture à une autre, etc., pour éviter de toujours créer des nouvelles voitures, mais plutôt de continuer à utiliser des voitures un peu plus obsolètes, de personnes différentes, etc. Mais bon, c'est pas magique non plus, quoi. Le saviez-vous, outre les formes énoncées, en prenant en compte en particulier les énergies constitutives de la matière, d'autres formes apparaissent. La somme de toutes ces énergies peuvent être appelées énergie globale ou potentielle. C'est cette énergie globale à laquelle il est fait référence dans la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, annoncée dans un cadre relativiste. M désignant la masse du système, C désignant la vitesse lumière, et E désignant l'énergie globale du système. Ainsi, de manière paradoxale, un système isolé ne contenant qu'un kilogramme de plume aura donc la même énergie globale qu'un même système isolé contenant 1 kg d'uranium 235. Cependant, les technologies disponibles permettent d'extraire l'uranium d'une fraction d'énergie libre bien supérieure à ce qu'il est possible d'obtenir à partir de plumes. Voilà. Donc, c'est quoi? Vous mettez la même quantité, la même masse de plumes et d'uranium, vous avez la même énergie. Mais évidemment, on ne sait pas extraire l'énergie des plumes aussi efficacement que l'énergie de l'uranium du fait des technologies, etc. Voilà. C'est bien, cette allégorie, cette comparaison est pas si mal, elle est pas mal du tout.